S'il vous plaît, merci de votre attention. Nous puissions procéder à l'appel. Anne-Marie Lugnot, Jean-Paul Reynaud, Laura Nadi, Julien Chénardi, Marie-Jo Perret, Christian Nicous, Pédastoussa, Nicolas Macron, Audrey Raymond, a donné le pouvoir à Anne-Marie Lugnot, Claude Garot, Valérie Lequelec, Francis Petier, Juliane Samana, Jean-Marc Tadet, Patricia Foutré, Bruno Cardi, Patrick Bénard et ses pouvoirs à Jean-Claude Reto, Jérémy Arpuis, Émilie Ferret, Julien Marcoux et ses pouvoirs à Nora et Rachida Fer, Jacques Martin, Céline David, Patrick Play, Nadia Joly, Joël Rivière, Patrick Polverelli, Sophie Cochet et ses pouvoirs à Patrick Polverelli, Bernard Morin, Xavier Lugoin, Valérie Ngam, Gaël Hert. Ce conseil, le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir ce conseil municipal. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Je vais sur le Francis Petier. Y a-t-il des candidatures concurrentes? Non, Francis étant là la semaine prochaine, il est donc désigné unanimement secrétaire de séance. On vient d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 10 avril dernier. Des demandes de correction, d'annotation, de rectification, M. Colberry. Ah, je ne sais pas. Les 8 fois, je ne sais plus. Non, ça passe pas. Il y a un lien, est-ce que ça va bien? Demandez au secrétariat de séance de regarder ça, mais si vous pouvez porter la voix pour commencer. Je devrais pouvoir essayer. Bien, nous aimerions que les questions écrites de l'opposition soient annexées au PV, si c'est possible. Aucun sujet, comme elles sont diffusées sur table. Et puis, à propos du procès verbal, vous aviez indiqué en réponse à la question de Mme Dubochel à propos de l'affichage libre qu'il existe un arrêté de 2014 dans lequel toutes les obligations de la commune sont remplies. Malgré ces demandes répétées, elle a reçu un courrier contenant une simple liste. Ayant ensuite insisté par courriel pour obtenir l'arrêté, Mme Dubochel s'est lui envoyer l'arrêté interdisant l'affichage sauvage. C'est-à-dire autre chose que l'arrêté obligatoire prévu par les articles L593 et R582 à 5 du Code de l'environnement. Sur la rectification d'une éventuelle sur le PV, pas sur un débat concernant la question du droit de brevet avec des collages de la photo de M. Mélenchon sur les panneaux de chantier. Est-ce que ça concerne M. Colberelli? Est-ce que votre intervention concerne une demande de rectification sur le PV ou d'amendement, ce qui était le cas avec le fait de rajouter les questions écrites, ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, ça n'a pas figuré à ce point à l'ordre du jour. Pas tout à fait. Simplement, si vous pouviez lui envoyer l'arrêté. Ils n'en feront pas. Mais vous savez, comme Mme Dubochel fait 3-4 mails par semaine à l'administration, il se peut que, vu le quasi-harcèlement qu'elle opère, l'administration arrive à se perdre dans la multitude de ses demandes. Voilà. Et donc, parfois, quiconque embrasse mal les trains, il faut peut-être les conseiller de se fixer sur un certain nombre. Et d'un autre côté, si elle obtenait son arrêté, elle arrêterait de le demander. Oui, enfin, vous savez, si on est très bien écouté. Voilà. Ceci étant, je mets au vote le procès-verbal du 10 avril dernier avec l'amendement que vous suggérez et qui est de bon sens, bien évidemment, avec les questions écrites annexées, les votants. Non, les abstentions non plus. Alors, affaire générale, nous avons à désigner les membres de la commission communale des impôts directs, liste qui vous a été communiquée. Y a-t-il des remarques, des observations? Bon, je me demandais comment le choix a été fait. Le choix est fait sur des personnes qui acceptent de se porter volontaire pour une fois par an donner un peu de leur temps. Voilà. Elle aura été demandée. Enfin, oui, c'est des personnes qui sont signalées. Des objections sur cette liste? Monsieur Morin. Sur ces volontaires, est-ce que c'est à peu près réparti? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui paient des impôts fonciers, des gens qui paient des impôts pour l'entreprise? Est-ce que, voilà. Oui, c'est parfaitement réparti. Bon, bien.
Des objections sur cette délibération, des votes contre, des abstentions. Il n'y en a pas assez, donc adopté. La délibération suivante est retirée de l'ordre du jour et je passe la parole à Christine Pédasouissa concernant les points financiers. Bonsoir. Je vais avant tout remercier le service des finances et de la direction générale de la politique qui a été réalisée et qui nous amène à présenter 6 délibérations sur des finances ce soir. Nous allons donc commencer par la présentation du compte financier unique qui constitue désormais le document de référence de notre gestion budgétaire. Il regroupe maintenant un seul document, le compte administratif produit par l'ordonnateur, le maire, et le compte de gestion produit par le comptable public. En fait, il regroupe dans un seul document notre réalisation 2025 et permettant aussi une lecture plus simple et plus transparente. Il retrace donc l'ensemble de l'exécution budgétaire de l'année 2025 tant en fonctionnement qu'en investissement. Au niveau de l'investissement, nous avons des recettes dynamiques et qui sont bien sûr dépendantes de ressources externes. Des recettes d'investissement avec 11,9 millions d'euros avec un taux de réalisation de 74,7%. Elle repose principalement sur la taxe d'aménagement, les subventions d'équipement et le recours à l'emploi. Par ailleurs, 1,65 millions de recettes sont reportées correspondant à des subventions attendues sur plusieurs opérations structurantes, notamment le CTN, la salle de danse et la requalification de voirie. Au niveau des dépenses d'investissement, c'est à 12,6 millions avec un taux de réalisation à 79%, ce qui traduit un niveau d'investissement particulièrement soutenu. Les principaux postes sont 7,15 millions d'équipements structurants, dont la construction du centre technique municipal, l'aménagement d'une salle de danse de musique, la rénovation de la mairie, ça y est, les travaux sur les Saint-Pierre et la modernisation des équipements sportifs, ainsi que le passage en LED de l'éclairage public pour sa première tranche. On a 1,11 million d'euros sur les études d'ingénierie, indispensable à la présentation des projets, notamment sur le projet de la jeune du CTR et de la salle de danse. On a 3,17 millions d'euros de remboursement de la dette, qui inclut également les engagements liés au partenariat public-privé de la Verdine. À cela s'ajoute 1,2 million de dépenses reportées correspondant à des opérations engagées en 2025 qui sont poursuivies en 2026. Nous avons un déficit d'investissement assumé et maîtrisé, avec un déficit de l'exercice à moins 677 172 euros, un déficit cumulé de moins 2,2 millions d'euros, déficit cumulé 2024 et 2025, et un déficit réel après reste à réaliser de moins 1,55 millions d'euros sur un chiffre d'investissement. Ce déficit n'est pas un signe de fragilité, mais une conséquence directe d'un niveau d'investissement élevé et d'un décalage normal entre les dépenses et principalement les recettes de subvention. Concernant le fonctionnement, nous avons des recettes en progression. Les recettes de fonctionnement atteignent 27,1 millions d'euros, soit un taux de réalisation de 101,5%. Elles sont constituées principalement des impôts et taxes locales, des dotations de l'État, donc la DGF, des participations intercommunales, des recettes des services et des subventions des partenaires institutionnels. Au niveau de nos dépenses, les dépenses s'élèvent à 24,7 millions d'euros avec un taux de réalisation de 92,7%. Elles couvrent l'ensemble des services militaires, les dépenses de l'ensemble des services municipaux, les charges de personnel, et qui étaient à 99,27%, les dépenses courantes et les intérêts de la dette. Cette exécution traduit une gestion rigoureuse et maîtrisée des charges, avec un maintien du service public. Nous avons donc un excédent significatif, un excédent de fonctionnement de plus de 2,36 millions d'euros. Cet excédent est intégralement affecté à l'investissement, ce qui permet de financer les projets structurants et de préserver les équilibres financiers. Nous avons donc un résultat global de clôture à plus 809 952 euros. Ce résultat démontre une capacité d'autofinancement réelle, une gestion saine du fonctionnement et une politique d'investissement soutenue mais maîtrisée.
Je vais donc vous demander de constater qu'il y a une concordance entre les éléments de l'ordonnateur et le notable. Et je vais vous inviter à vous demander s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais pardonner. Monsieur le maire sort une question par vote. Est-ce qu'il y a des remarques, des comptes, une question? Oui, en fait, sur le CFU, là, on a 1500 € pour la formation. Par contre, dans le budget bénéfice, variable. Sur le même colonne. Si le budget 2025, enfin, vous pouvez avoir, après le budget qui a été voté en mars cette année, je ne sais pas la date exacte, il y a pu avoir des décisions modificatrices qui ont amené effectivement un apport sur cette Non, mais il y aura un report. Enfin, report ou effectivement des M qui ont permis que l'on puisse constater effectivement cette dépense ou cette. enfin, le document qu'on a là, Donc, écoutez, on constate que le CFU est adopté. Non, attendez, Oui. vous faites faire penser les mouvements. On n'a pas voté encore. Ah bah écoutez, j'avais Normalement, il y a un président de séance Qui aurait dû être désigné. qui, généralement, le premier à vous, Il aurait peut été être désigné. quelqu'un d'autre, on va rentrer. et vous ouvrez le débat, et puis après, on passe le vote. Nous, on se Alors, passe le excusez-moi, débat, mais j'ai ouvert le débat parce que j'ai demandé s'il y avait des questions. Alors, je vais me permettre de revenir puisqu'effectivement, il n'y a pas eu de président de séance de nommer. Le président de séance peut être le maire pendant les débats. Et j'ai à sortir, effectivement, pour le vote. Donc, puisque vous semblez impatient de débattre, je vous en prie, monsieur Dumoin, vous avez la parole. Voilà, non, mais je vous en prie, exprimez-vous. Vous avez posé le chapeau sur la table, n'hésitez pas, lancez-vous, exprimez-vous. Écoutez, arrêtez de faire de l'ironie, monsieur le Il maire. n'y a aucune ironie concernant l'immigrantisme, et vous êtes vraiment pas un sujet d'ironie, et vous êtes à peu près tout dans la vie, sauf un sujet Vous vous faites d'ironie. plaisir. Voilà, allez, Voilà. vous aviez une intervention concernant le comptabilité. J'avais une intervention sur les modalités de séance. Il Voilà. doit y avoir un président de séance. Très bien, C'était il quand va même en de bon avoir sens. dans 2 secondes quand le débat sera terminé, sauf à ce que vous souhaitiez intervenir sur ce débat. J'ai précisé si vous aviez écouté. Mais je ne peux pas, j'ai fait en dehors de la salle, C'est- monsieur Dujean. J'ai dit que nous n'interviendrions pas. Par contre, nous voterons. Très bien. Donc j'attends que ça soit mis au vote. Donc, je vais passer la présidence de séance à M. Renaud, ce qui vous permettra d'être heureux et détendu. Il va pouvoir présider immédiatement la séance pour que Madame Eda Souboussard puisse faire procéder au vote de ce conseil de ce compte administratif. Excusez-moi, monsieur le maire. Du coup, j'ai une question. Excusez-moi, je vous en prie. Une question technique. Interroger au niveau de la formation des élus. Il n'y a pas un pourcentage minimum, quelque chose à mettre chaque année qui doit forcément être reporté, c'est une question, qui doit forcément être reporté sur l'année suivante. Il y a un pourcentage minimum qui n'est pas consommé, il peut être reporté. C'est peu. Il doit. Il peut. Et Pardon, concernant c'est ce que j'ai concernant la question de Mme Durochel, nous sommes d'ores et déjà au-dessus des consommations de formation des élus par rapport à ce qui a été voté, ce qui correspond au règlement administratif, un report de fait. Les consommations de crédit de Mme Durochel sur des formations Internet étant extrêmement importantes depuis le début de l'année. Non, mais je vous dis, non, c'est pas la question de report, puisque nous avons été extrêmement généreux par rapport aux demandes spéciales. Voilà. On va inviter M. le maire à sortir. Allez, pour et donc, procéder au vote. Jean-Paul. Monsieur le maire sortant de la salle, je pense que nous allons effectivement pouvoir procéder au vote. Donc, Madame la rapportrice. Qui est contre? Abstention.
c'est étonnant de s'abstenir quand le trésorier et le comptable, enfin, l'ordonnateur et le comptable sont d'accord, mais... Alors, nous allons passer à... Oui, pardon. Alors, délibération suivante sur l'affectation du résultat 2025. Donc, le résultat constaté au CFU doit être réaffecté. Il va, pour nous, être affecté prioritairement à la couverture du déficit d'investissement et le cas échéant, l'excédent de fonctionnement est mobilisé pour résorber le déficit de l'investissement et le cas échéant pour financer les dépenses futures. Le résultat de l'exercice 2025 c'est en section de fonctionnement à plus de 2,36 millions d'euros, en section d'investissement à 677 162 euros. Après intégration des déficits antérieurs et des reports, nous avons un déficit global d'investissement de moins 1,55 euros. Il est proposé d'affecter 2,36 millions d'euros affectés au compte 1068 en investissement et moins 2 millions d'euros inscrits en déficit reporté au compte 001. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais donc procéder au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Nous allons passer maintenant à la délibération relative au vote des taux d'imposition 2026. Il est proposé au nom du Conseil municipal de ne pas augmenter les taux communaux pour l'année 2026 et donc d'appliquer les taux d'imposition comme suit: taxe foncière sur les propriétés bâties 37,98%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 116,7%, taxe d'habitation sur les résidences secondaires 3,62%. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je procède au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Délibération concernant l'autorisation de programme pour la reconstruction du groupe scolaire de la Jeanne Intégrale. Alors, ce que nous appelons APCP, autorisation de programme de crédit de paiement, est un outil de gestion financière pluriannuelle créé par le Code général des collectivités territoriales et qui permet d'étaler une opération importante sur plusieurs années sans faire peser l'intégralité des dépenses sur un seul exercice. Concrètement, l'autorisation de programme fixe le montant total de l'investissement, tandis que les crédits de paiement correspondent aux dépenses effectivement réalisées chaque année. Le montant global du projet est fixé à 22,96 millions d'euros, qui seront répartis de l'année suivante. 610 000 euros en 2026 pour les frais d'études et ensuite 8,94 millions d'euros en 2027-2028 et 4,47 millions d'euros en 2029. Donc il vous est donc proposé d'approuver cette autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement associés. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Abstention? Nous allons à présent passer à la délibération relative au vote du budget primitif 2026. Alors, nous vous présentons aujourd'hui le budget primitif 2026, premier budget de cette mandature qui traduit concrètement les orientations que nous avons définies ensemble des engagements pris devant les habitants. Ce budget, comme nous l'avons dit lors de notre dernier conseil municipal, s'inscrit dans un contexte financier contraint qui est marqué par la baisse des dotations de l'État et la hausse de certaines charges qui s'imposent à nous. Dans le cadre de notre responsabilité, nous devons maintenir un service de qualité et préserver les équilibres financiers de la commune en continuant à investir. Ce budget qui vous est présenté s'élève à 39,3 millions d'euros répartis sur 26,97 millions en fonctionnement, 12,31 millions en investissement. La section d'investissement est le reflet de notre projet
Elle s'élève à 12,3 millions d'euros avec un niveau d'équipement important qui témoigne de notre volonté de continuer à améliorer concrètement le cadre de vie de nos habitants. Les principales dépenses sont 1,2 million de restes à réaliser, qui sont la traduction de projets déjà engagés et qui vont se poursuivre en 2026, 5,4 millions d'euros de dépenses d'équipement avec des priorités claires, 1,5 million d'euros sur la voirie pour améliorer les déplacements, moderniser les réseaux, poursuivre le plan vélo. Nous avons dans les projets la requalification des rues du Bélair et de leur moto, l'achèvement de la requalification de la rue des Châteries, la poursuite d'aménagement du plan vélo pour sa 3e tranche, la réfection du chauffement dans la voirie communale, la poursuite du plan lumière dans sa 2e phase. Nous avons également la sécurité avec la poursuite de l'extension du système de vidéoprotection. Nous avons 2,2 millions d'euros pour les bâtiments publics et notamment nous retrouvons notre salle de danse à l'espace Michel-Ange, la réfection de la toiture de la maison des jeunes, l'aménagement et l'agrandissement de la salle d'armes, le remplacement des baies coulissantes de l'école de la Sablière et des projets structurants, notamment les études du groupe scolaire de la GIAN. Nous avons 3,4 millions d'euros de dépenses financières qui concernent le second appel de gestion saine et nous avons la reprise du déficit d'investissement pour 2 millions. Au niveau des recettes d'investissement, elles s'élèvent à 8,88 millions d'euros et reposent sur un équilibre entre les subventions obtenues auprès de nos partenaires, les recettes d'équipement de 2,6 millions d'euros, les recettes fiscales et financières, taxes d'aménagement, FCTVA, les cessions patrimoniales et l'autofinancement. Cela signifie que nous continuons d'investir sans compromettre l'avenir financier de la commune. Au niveau de la section de fonctionnement, celle-ci traduit une action quotidienne au service des habitants. Elle s'élève à 26,97 millions d'euros, dont 23,7 millions de dépenses réelles. Les principales dépenses, 7,1 millions d'euros de charges générales. C'est ce qui nous permet de faire fonctionner la ville au quotidien, avec une réelle maîtrise des coûts. 14,4 millions d'euros de dépenses de personnel. Ensuite, nous avons toutes les dépenses et ce qui permet de soutenir le soutien aux associations, les actions en faveur des habitants et les charges financières. Concernant les recettes réelles de fonctionnement, elles s'élèvent à 26,9 millions d'euros. Nous y retrouvons la fiscalité locale, les contributions directes, les dotations, avec notamment une baisse de la DGF d'environ 15%, les dotations de la région, du département, de nos différents partenaires et les produits des services. Là encore, notre ligne est claire, maintenir un haut niveau de services publics sans agrandir la pression fiscale. En résumé, ce budget 2026 repose sur des choix clairs, pas d'augmentation d'impôts, une maîtrise des dépenses, un maintien d'un niveau d'investissement élevé et une préservation de nos capacités d'autofinancement. C'est un équilibre exigeant mais nécessaire. Donc ce budget s'équilibre donc à 12,3 millions d'euros en section d'investissement, 26,9 millions d'euros en section de fonctionnement, soit un budget global de 39,3 millions d'euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Sur le budget général, on a une explication, si vous en avez une. J'en ai terminé. Très bien. Donc pour notre groupe, nous allons donner une explication de vote la plus synthétique possible, mais il manque toujours beaucoup de choses dans un budget. L'analyse que nous avons faite, on l'a faite pour que ça soit le plus simple au niveau de 3 indicateurs qui sont des marqueurs classiques. L'impôt, deuxième rubrique, la dette et l'emprunt, et troisième grand chapitre, les dépenses et plus particulièrement
les dépenses de fonctionnement. Sur l'impôt, il n'y a pas de variation de taux cette année sur aucune des trois taxes, tant mieux, on peut que s'en féliciter. Au-delà de ça, je crains que dans les années à venir, enfin, on verra ce que vous nous présenterez, ça sera difficile, quasi impossible de maintenir cette stabilité des taux. Pour rappel, l'impôt foncier, même si il est élevé, c'est le plus élevé de la CCE et on peut bien sûr comparer les taux, mais on ne paye pas des taux, on paye des montants. On peut dire que les communes sont indifférentes, que les services sont différents, mais quand même par habitant, même si frise les 1000 euros sur le foncier par habitant, et au regard de la strate des communes dans laquelle on se situe, la moyenne est d'ordre de 626 euros, donc il y a un gros écart. Et quand on prend les communes voisines les plus importantes de notre interco, Valcourt est à 708 euros, ça fait un écart de 40%, Lille, 698, 42%. Voilà, donc c'est juste un constat sur ce volet. Nous ne sommes pas intervenus sur la délibération. J'ai vu, et c'est bien normal, puisque on est en fiscalisation sur un syndicat qui tient à cœur à beaucoup de gens ici, le SIAS, où la commune est adhérente. Le montant de cotisation pour 2026, vous précisez, il est un peu plus de 400 000, 437 157. Avant de venir, j'ai demandé que l'on regarde les retours qui ont été faits par le SIAS pour la commune, donc ce contrôle de M. Hainaut qui connaît ça par cœur. Le retour du SIAS en 2025, il a été d'1 013 000 euros, que ce soit sur l'assainissement ou sur l'eau potable. Et ceci hors entretien des réseaux et mise à disposition des personnels. J'en viens à mon deuxième grand chapitre d'analyse sur les dépenses de fonctionnement. Alors il y a énormément de comptes. Je ferai quelques commentaires sur celles qui sont le plus interpellantes selon nous, sur les indemnités des élus. Bon, il en faut. Au-delà de ça, sur le 65-31, eh bien, elles augmentent de 26%, ça représente 246 000 euros, 246 100, c'est conséquent. Également, intéressant, le compte fête et cérémonies, 62-32. Donc j'invite tout le monde à s'y apporter. Dans le CQ en 2025, on atteint des sommes énormes, 657 000 euros, 657 202. Alors, en 2026, dans ce que nous proposons, on peut s'en féliciter, ça chute. Mais ça reste quand même, Madame le rapporteur, à 463 000. 463 000, au lieu de 657 000. C'est quand même très très élevé. Compte qui nous intéresse aussi, c'est un peu un fixe, un compte voisin, c'est le 62-36, sur ce qu'on appelle les catalogues et imprimés. En 2025, il est à 194 000. Ça continue à monter en 2026, 205 000. C'est, selon notre analyse, élevé, un peu trop élevé. Alors, par contre, c'est une remarque et je réitère, même si ça a fait rire M. le maire, tant mieux, sur ce que nous avions dit sur le Rhône, sur l'énergie.
Il y a deux groupes d'énergie, le 60-72, énergie pure, et puis un autre, le 6613 sur le chauffage urbain, en fait, sur ce qui est le gaz. Et quand on prend en parallèle 2025-2026, ils sont quasi identiques. 422 000 pour l'énergie en 2025, 450 000 en 2026, et le chauffage urbain gaz, 340 000 en 2025, 350 000 en 2026. Donc, sauf à ce que, mais c'est peut-être le cas pour le gaz, que la ligne est un contrat à tarif totalement figé sur l'année. Là, on ne prend pas du tout en compte une flambée ou un risque de flambée continuelle sur les coûts de des remarques. Et alors, sur la dernière rubrique, sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est dette et emprunt. Nous pensons que la situation de la ligne, en prenant les chiffres que vous avez évoqués, c'est inquiétant. C'est inquiétant, en particulier au niveau au regard des charges en investissement que vous avez évoquées qu'il faudra prendre. Vous avez parlé des codes de la Janote, mais il n'y a eu que de financement sur les codes de la Vermine. De ce que nous avons pu comprendre en ce qui concerne les codes de la Janote, nous partirons sur un plan pluriannuel sur 20 ans de remboursement de l'AUT à hauteur à peu près de 2 millions par an d'intérêt. Pour l'autre école, la Verville, là on a une queue à payer, et ça va jusqu'en 2031, 1 million par an. Donc je pense qu'il n'y a plus que de l'intérêt. Hein. Et pour faire court, au regard des ratios classiques que tout le monde connaît, en tous les cas ceux qui suivent un peu les finances, les ratios de la CRC, ratio de dette sur capacité d'autofinancement, c'est la République. Si on prend la dette telle qu'elle apparaît en fin d'état de la dette dans le document, page 118, 28 millions 232 000 €, je passe les centimes. Si on prend la CAF que vous nous dites, page 14, vous êtes à 3 120 999, quand on fait le rapport d'aide sur capacité d'autofinancement qui est un indicateur, on arrive à un peu plus de 9, c'est-à-dire 9 années de capacité de désendettement. On a 9,1. Alors, les grilles classiques, 0,4, c'est historique, c'est excellent. 4 à 8, c'est à surveiller. Là, on se situe, selon notre analyse, à 9,1. Une situation voilà, pour être synthétique, les 3 commentaires sur les 3 blocs qui me paraissent essentiels et inquiétants. Et à tous ces motifs, notre groupe votera contre votre projet. Bien, merci beaucoup, M. Dumois. D'autres interventions ou explications de vote concernant ce budget? Si Madame la rapporteure le permet, quelques points pour vous répondre ou appuyer sur ce qu'elle permet à vous présenter de manière extrêmement détaillée et qualitative, après un travail extrêmement fort avec l'ensemble des services municipaux et des élus de la majorité municipale. D'ailleurs, ce sujet a remercié l'ensemble des élus, l'ensemble des services municipaux, qui fait la direction de France Joly, de Corinne Herman à la direction des finances, ont établi ce budget dans un contexte particulièrement contraint et difficile, ça a été rappelé,
mais nous sommes sur une année qui voit l'inflation repartir, les taux d'intérêt augmenter du fait des folies de celui qui devait, pour l'extrême droite française, amener la stabilité dans le monde, qui a réussi à déclencher une guerre au Moyen-Orient dont personne ne sait quand et comment elle se terminera. Une année qui est également marquée par la poursuite des serrages de l'État sur les collectivités, à l'échelle d'une commune comme ici, entre les baisses de dotation et les augmentations imposées de cotisations sur la CNRACL, c'est plus de 300 000 € de delta en fonctionnement qui viennent nous impacter. Dans ce cadre-là, le budget qui a été établi est un budget absolument exemplaire, puisqu'il propose non seulement de ne pas augmenter la fiscalité, de préserver le pouvoir d'achat des habitants de cette commune, alors que nous sommes dans un contexte particulièrement contraint et particulièrement difficile. C'est un budget qui maintient l'intégralité des politiques structurantes et de protection qui en fonctionnement sont portées pour l'intégralité des habitants de cette commune, même si j'entends bien qu'il y a autour de cette table certains élus qui voudraient les supprimer. Nous pensons au contraire que quand le monde est difficile, quand la vie est difficile, l'honneur du service public et des collectivités, c'est de maintenir des politiques publiques fortes et ambitieuses. Ça n'est pas de faire que pour les plus riches, que pour ceux qui n'ont besoin de rien et de sacrifier les autres. C'est un budget qui reste un budget extrêmement important d'investissement. Plus de 12 134 000 € d'investissement pour une commune de moins de 20 000 habitants, c'est un ratio extrêmement important, avec notamment le démarrage ou la poursuite, il y a eu quelques financements sur ce sujet l'année dernière, des travaux de reconstruction du groupe scolaire de la Jeannotte qui permettront, là encore, il y a eu un certain nombre de divergences sur la nécessité ou pas de reconstruire ce groupe scolaire. Eh bien, nous pensons, nous savons, nous sommes convaincus que la reconstruction intégrale de ce groupe scolaire qui préfigure la réhabilitation, l'embellissement, la valorisation de ce quartier qui est le quartier populaire de la ville est une priorité et que nos enfants n'ont pas de prix. Donc un investissement particulièrement élevé, un fonctionnement qui préserve nos politiques publiques, une absence de recours à la fiscalité et bien des endettements, puisque c'est 1 300 000 € de réduction de dettes qui sont portées cette année lorsque l'on fait le delta entre le capital remboursé et le nouvel emprunt souscrit, comme l'année dernière. D'ailleurs, l'année dernière, 2025, est une année de désendettement à hauteur de 700 000 €. Cette année, nous doublons l'effort de désendettement pour le porter à 1 300 000 €. Alors, vous avez, dans votre explication de vote, listé un certain nombre de points. Alors, moi, je regrette pour le coup qu'il y ait une représentante de l'opposition en commission des finances, parce que certains points auraient pu trouver réponse si les élus qui sont censés siéger en commission des finances pour la première commission des finances traitant d'un budget de cette mandature s'étaient déplacés, un certain nombre de points auraient pu trouver réponse. Alors sur la communauté de communes, tout d'abord, c'est faux. C'est factuellement faux. Les taux de fiscalité d'Yvelines et de Belleville sont plus importants que les taux de fiscalité de Nancy. Vérifier, c'est comme ça, c'est un fait. Après, on peut s'intéresser aux taux payés. Je ne vous ai pas coupé, j'ai eu la délicatesse de vous écouter, même si parfois ça peut être pénible, et donc je vous inviterai à en faire autant. Vous savez, en général, quand il y a un orateur qui s'exprime, on essaie d'être bien écouté et d'écouter. Donc, ce que vous prenez, en fait, n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue budgétaire, puisque c'est de dire combien d'impôts est payé par foyer ou par habitant d'une commune. Enfin, dans une commune qui compte plus de logements sociaux que d'autres, dans une commune qui compte plus d'appartements que de maisons, et bien évidemment, le montant de la fiscalité globale payée est plus important. Et si vous échangiez régulièrement avec le maire de Valencourt ou avec l'opposition de Valencourt, d'ailleurs que vous êtes extrêmement proche, leur principal sujet est de dire notre commune est une commune qui est trop pauvre, qui ne produit pas suffisamment de richesse,
richesse et où nous avons besoin d'avoir un rééquilibrage. Et donc, effectivement, je trouve quand même curieux ici que vous vous plaigniez d'une certaine manière que notre commune compte trop de maisons, trop de propriétaires, trop de grands appartements, parce que la réalité de ce qui est payé par foyer, ça correspond à ça. Ensuite, le taux de fiscalité, effectivement, est inférieur à celui d'une ville ou de ville et quasiment identique à celui de Valencourt. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu nous parler du FIAPS ici, chaque sujet est différent. Non mais chacun a ses obsessions, ses méta-obsessions. Libre au président sortant du FIAPS d'avoir les siennes. Je note juste que le FIAPS a augmenté de 10% sa fiscalité l'année dernière. Concernant les indemnités, c'est l'application de la loi. Tout travail mérite salaire. Et je note que globalement, c'est l'argument le plus éculé de toutes les oppositions de France et de Navarre contre toutes les majorités, quelles qu'elles soient de centre, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche ou d'ailleurs. J'ai pas remarqué à l'extrême gauche que M. Guiraud ne fasse pas l'objet de ces attaques. J'ai pas remarqué à l'extrême droite que de nombreux maires ne fassent pas l'objet de ces attaques. C'est un fait, c'est comme ça, c'est l'application de la loi. Après, effectivement, les indemnités, elles ont un objet, c'est de permettre aux élus d'exercer leur mandat et de les exercer de manière honnête. Alors ensuite, vous nous parlez des fêtes et cérémonies. Très bien, les fêtes et cérémonies, c'est pas les petits fours, c'est pas le champagne avec lequel se gobergeraient les élus, c'est pas le contenu de la carte de la mairie. Les fêtes et cérémonies, c'est le 14 juillet. Alors, je sais bien que vous puissiez vouloir le supprimer, vous l'avez supprimé à une époque. C'est les vœux personnels. Là encore, c'est des choses qu'il faut peut-être pour vous supprimer. C'est les estivales. C'est toutes ces manifestations qui font que notre commune n'est pas une commune dortoir, est une commune belle et douce à vivre. Effectivement, on vous y voit en général assez peu, et d'une manière générale, ceux qui s'intéressent à l'ensemble des exploits, ce qui est proposé à l'ensemble des exploits, nous intéresse assez peu. Alors, concernant l'énergie, vous m'avez dit que vous m'avez fait rire l'autre fois. Vous ne m'avez pas fait rire l'autre fois, je vous ai répondu, et visiblement vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas entendu. Et donc je vais essayer de vous répondre à nouveau pour essayer de vous redire exactement la même chose que ce qui vous a été dit. Mais là encore, comme visiblement vous n'écoutez que vous-même, eh bien c'est quelque chose qui est assez difficile à intellectualiser. Concernant nos dépenses, oui, elles sont quasi identiques à l'année dernière. Parce qu'effectivement, concernant le gaz, nous avons un contrat à taux fixe qui est garanti jusqu'en milieu d'année 2027. Et donc, nous ne sommes pas impactés par 2026, hormis les extensions de parcs et de patrimoine potentiels. Concernant l'électricité, nous diminuons nos factures du fait de la montée en puissance de notre transition écologique, énergétique et du déploiement des LED. Mais je vous refais là, ni plus ni moins que je vous invite à reprendre le compte-rendu du Conseil du 10 avril dernier que le compte-rendu de ce qui vous avait été dit. Enfin, concernant l'emprunt et la question Jeannot Verville, là encore, je mesure que vous êtes un spécialiste de l'emprunt, si on ne s'en est rendu compte, mais concernant l'emprunt d'une commune, lorsque l'on est à 9 ans de capacité de désendettement, on est sur des ratios qui sont bons. Les ratios d'alerte commencent à 12 et vous êtes dans le rouge à 15. À 9, on est sur des ratios qui sont bons. D'ailleurs, l'un de vos amis que vous avez beaucoup soutenu, encouragé avec les membres du Rassemblement national au dernier municipal, M. Marmin, se félicitait à étant d'être sur des ratios légèrement supérieurs à ceux-ci. Je n'ai pas remarqué que ça vous gêne pour le soutenir, vous cherchez à poster sa liste avec vos proches. Voilà. Mais de même qu'on n'est pas plus social, c'est que vous avez élargi le débat. Donc quand on ne veut pas prendre un tour de bâton, il faut éviter d'ouvrir des portes en ce sens. Donc concernant la question de l'emprunt, Monsieur Dubois, quand on a votre pédigré et votre résultat, les sons on les prend et on n'en donne pas. Donc pour finir sur la question de l'emprunt, à 9 ans, nous sommes sur des ratios qui effectivement sont bons, ne vous en déplaise. Et concernant la Jeannot et la Verville, là encore je vais vous apprendre une chose, en fin d'emprunt en général, c'est plus
de l'intérêt, en gros c'est du capital. Donc ça juste pour remettre les choses à l'endroit dessus. Et concernant la Verdille, effectivement l'emprunt s'arrête en 2021. Nous serons amenés à prendre un emprunt 31, c'est bien comme vous suivez. Nous serons amenés à avoir un emprunt auprès de la Banque de Côte qui démarrera à la même échéance, mais qui ne sera jamais de 2 millions d'euros. Mais ça, vous aurez le temps de vous en rendre compte si tant est que vous daigniez encore vous intéresser aux affaires communales. Ceci étant, nous allons procéder au vote. Nous allons, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu ces dernières années, nous allons procéder au vote de ce budget qui est contre, qui s'abstient. Madame Duvauche est contre et personnellement je m'abstiens. Merci Monsieur Monberry. Monsieur Morin contre. Et vous-même, Monsieur Duvauche, votre groupe contre, je suppose. On a levé la main déjà 2 fois. Très bien, mais c'est peut-être juste de m'assurer les choses, mais d'une manière générale, ne me surprenez pas. Voilà, merci de voter contre. Vous auriez dû préférer qu'on augmente les impôts, qu'on augmente l'emprunt et qu'on coupe les services. À peu près tout ce que nous n'aurons pas fait. Merci à la majorité municipale de voter ce budget, à M. Paul Verrilli de sa l'actation bienveillante. Je repasse la parole à la rapporteure. Nous allons passer à la délibération sur l'actualisation de la grille tarifaire. Comme nous l'avons dit plus précédemment, la Commune porte aujourd'hui des projets ambitieux qui visent à améliorer le cadre de vie. Ces politiques nécessitent un effort financier de la commune qui vient s'ajouter aux contributions des usagers dans les différents services. Nous l'avons également vu, les collectivités doivent également faire face à une évolution de leur charge de fonctionnement liée notamment à l'inflation au coût de l'énergie que nous maîtrisons grâce à nos travaux. C'est pour ces raisons que nous devons établir une adaptation tarifaire. Je vais vous demander si vous avez des questions. Oui, j'étais un petit peu gêné parce que je n'avais pas de comparatif. Alors, il y a un numéro de téléphone, je m'en suis saisi, j'ai laissé un message, un peu tard, je le reconnais, donc j'ai fait une réponse. Donc voilà, est-ce que je peux savoir, entre 2025 et 2026, en gros, c'est quoi l'augmentation? Sinon, je m'abstiens. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait que vous nous indiquiez un secteur, parce que là, les tarifs ont vraiment été ajustés suivant les secteurs au mieux, et on a des différences. Donc, si vous voulez, nous pourrons revenir vers vous et répondre à ces éléments, comme nous aurions pu faire à la commission, mais là, vous répondre en général, c'est pas possible. Je comprends. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Merci beaucoup. La parole concernant l'urbanisme est à Mme Lugnot. Première délibération, une déclaration de principe approuvant un appel à manifestation d'intérêt AMI pour la session avec charge du bien communal situé 4 rue du Petit Mexique. Suite au désistement de 3e résidence pour l'achat et l'aménagement d'une résidence généraliste, il est proposé de vendre ce bien dans le cadre d'une procédure d'appel à manifestation d'intérêt en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Il est proposé d'approuver le lancement de la procédure et de payer des charges si annexées. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du plan d'alignement et saisine de la préfète pour procéder au classement d'office dans le domaine public communal de la voirie et des réseaux de la parcelle BD numéro 50 située rue du Petit Mexique. Lors de la procédure d'intégration de la parcelle BD 50 dans le domaine public, Madame la préfète nous a demandé d'approuver un plan d'alignement. Le dossier a été soumis à enquête publique du 21 novembre au 8 décembre 2025. À la fin, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Il s'agit maintenant d'approuver ce plan d'alignement et de saisir Madame la préfète afin de procéder au classement d'office de la parcelle dans le domaine public communal. Avez-vous des questions? Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adoption de la convention entre le SIARS et la commune en vue du déploiement des réseaux d'eau usée et d'eau pluviale du SIARS groupe scolaire de la Janotte. Dans le cadre de la construction de la future école de la Janotte, il est nécessaire de déployer des réseaux d'eau usée et d'eau pluviale se trouvant sur le terrain. Ces travaux seront pris en charge par la commune en respectant les prescriptions techniques du SIARS. Le projet de convention constitue cet engagement de la commune à l'égard du SIARS. Avez-vous des questions? Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre l'établissement public de santé Barthélémy Durand et la commune pour les travaux d'aménagement du futur local situé à l'angle de l'impasse des Blés et de l'impasse du Gros-Pleureau. Dans le cadre de l'installation du CMP, Centre médico-psychologique, dans le futur local, en cours d'acquisition par la commune en état futur d'achèvement à Essonne-Elba, l'établissement public de santé Barthélémy Durand souhaite déléguer à la commune la maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du local. Cette convention précise les modalités de transfert et de maîtrise d'ouvrage. Avez-vous des questions? Non, je passe le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Intégration dans le domaine public communal des centres de liaison de la résidence la clôture de la Goutte en complément de la délibération numéro 231 du 19 décembre 2025. En effet, nous sommes rendus compte qu'il manquait des petites liaisons entre les parkings et les centres. Donc nous proposons de les rajouter dans le domaine public. Ces centres de liaison liés à la rue de Villers et centres de liaison liés à la coulée verte. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non, je passe le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vente dans la commune d'un appartement situé au 12A avenue de Villeroy à M. Michael Da Silva et Mme Priscilla Da Silva. Il s'agit du dernier appartement à vendre de l'ancienne gendarmerie. C'est le local qui fait 99,70 m² avec une case et une place de parking. Il est vendu 178 200 € avec 8 000 € pour l'agence. À monsieur et madame Da Silva. Avez-vous des questions? Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Bruno Carani concernant les associations. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vous présente ce soir une demande de subvention exceptionnelle attribuée à l'association Merci Arts Martiaux Coréens. La commune souhaite accompagner l'association dans son projet de renouvellement des tapis actuellement installés dans la salle de motricité de l'école de la Verville. L'association s'est engagée à prendre en charge une partie significative du financement de cette opération. Les différents devis établis portant sur des tapis de gamme équivalente conformes aux normes en vigueur et pour des quantités identiques font apparaître un coût total d'investissement d'un montant de 6 000 €. Au regard de l'effort financier que représente cette acquisition pour l'association, il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'association Merci Arts Martiaux Coréens et autoriser M. le maire ou son représentant à procéder à son versement. Avec des questions?
Je n'en vois pas, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Carny. La parole concerne le culturel est à Francis Potier. Pour nous, c'est la demande de subvention pour le projet de de 2026 auprès du Conseil régional d'Île-de-France. Donc, dans sa délibération du 10 mars 2017, l'équivalent au Festival des manifestations de spectacles vivants a règlement régional, le Conseil régional d'Île-de-France a noté le fait que la région peut apporter un soutien spécifique à cette organisation. Donc, les points importantes de mission, favoriser la diffusion artistique sur l'ensemble du territoire francilien, soutenir la création et la diffusion artistique professionnelle, avec une attention portée à la jeune création, soutenir l'accès du tous les franciliens à la création et à la diversité des esthétiques sur l'ensemble du territoire régional, et encourager le développement de projets artistiques en lien avec le public. Ce projet Metal Fest est un festival de film métal et un événement qui prend de l'ampleur depuis maintenant 13 ans. Voilà, avec plusieurs dizaines d'artistes et des milliers de spectateurs et de visiteurs. Ce festival représente une très belle ouverture sur les arts qui sont sous-représentés dans notre région. Participation permettre les courants riches d'une qualité artistique appréciée par toutes les générations qui méritent donc une exposition de plus grande envergure. Pour cette manifestation, le Conseil régional d'Île-de-France est sollicité pour un montant de 30 000 €. Et demandé donc aux membres du Conseil municipal pour la demande de subvention pour le projet Médici de la Feste auprès du Conseil régional d'Île-de-France et d'autoriser M. le maire, son représentant, à signer tout document sur l'entendant de cette demande de subvention. Voilà, y a-t-il des questions à ce propos? Oui, c'est vrai, ça fonctionne pas. Pendant la campagne municipale, j'ai lu des chiffres plutôt conséquents sur le coût du Metal Fest pour la commune. Donc, je m'interrogeais sur le coût du Metal Fest pour la commune. Bon, on arrive plus ou moins à l'équilibre maintenant, puisque je pense que M. le maire doit avoir aussi les chiffres. Donc, pratiquement, on peut pas, on a une projection sur les recettes qui avoisine maintenant les dépenses. D'accord, donc c'est un équilibre. Alors évidemment, ça fait un équilibre. Relatif. Après, il y a l'inconnu, c'est-à-dire effectivement l'implémentation. Bien. Est-ce que certains voteraient contre? Ok. Il y a des abstentions. Merci, M. Potier. Concernant la sécurité, la parole est à Julien Chenardi. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, comme vous le savez, donc, dans les communes de plus de 10 000 habitants, il doit y avoir un CLSPD, c'est le cas ici déjà depuis de nombreuses années. Et accolé à ce CLSPD, on a une formation restreinte qui, elle, a eu lieu environ une fois par an. Le CLSPD, lui, a eu lieu une fois par an. Il fait intervenir tous les acteurs de la sécurité au niveau de la commune, avec des intervenants extérieurs qui peuvent être, par exemple, le procureur de la République, et qui peuvent être le colonel de gendarmerie. Et la formation restreinte, elle, qui a eu lieu environ une fois par an, ou une fois tous les 2 mois suivant les sujets proposés, évoque, elle, des cas plus individuels, d'où la charte de confidentialité. Et elle évoque également, c'est dans cette instance où est décidée la suppression des aides aux délinquants et à leurs familles. Alors, nous avons rafraîchi, c'est un toilettage, on a rafraîchi le règlement intérieur en rajoutant quelques éléments. Il n'y a pas énormément de changements, mais il est bien proposé donc, en adoption au sein de ce conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement? Oui, monsieur Morin. Oui, j'avais une question. On s'interrogeait, est-ce que le référent déontologique a été consulté sur la charte de confidentialité? Oui. C'est une façon de relancer notre impatience par rapport aux différents. Oui, le référent
de toute façon, il y a une déontologie qui est bien évidemment respectée et un référent. Et de toute façon, la charte de confidentialité, elle s'applique pour toutes les cellules de veille. C'est toujours la même. Et en fait, elle s'applique bien évidemment pour celle de Mency. Donc il y a bien évidemment un respect de la déontologie et bien évidemment un respect de cette charte. En fait, on est soumis au RGPD, on est soumis à un règlement qui est très strict. C'est pour ça qu'on ne peut pas communiquer certaines informations, c'est pour ça que voilà, il y a des justices qui sont tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Merci beaucoup, M. Chenardi. Concernant les RH, la parole est à Christine Soulissa. Alors, nous avons une délibération sur le droit à la formation des élus. Le budget consacré à la formation des élus locaux est encadré par le Code général des collectivités territoriales. L'égalité sur une règle simple, la collectivité doit inscrire au budget une dépense au moins égale à 2% du montant total des indemnités de fonction maximale théorique des élus. Dans ce cadre-là, le montant prévisionnel qui vous est proposé des dépenses de formation pour 2026 est de 5 000 €, soit 2,32% du montant total des indemnités de fonction des élus. Est-ce que vous avez des questions? C'est plus un commentaire qu'une question. C'est à partir de 2%, mais ça peut aller jusqu'à 20% pour la formation des élèves. 20%, on est d'accord, c'est peut-être beaucoup. Mais là, on est en début de mandat et déjà, on entend dire qu'on a demandé trop en formation et les montants étaient tout le temps pas extrêmement élevés. Peut-être qu'on peut s'interroger sur le montant des formations pour les élus. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux élus, que les formations sont importantes et qu'il serait intéressant peut-être de monter un peu ça de façon à ce que chacun puisse accéder à les formations dont il aurait besoin. Voilà, merci. La question concerne le premier point où il est écrit que la formation pour la première année de mandat pour les élus titulaires de délégation. Est-ce que le droit à la formation s'applique aussi pour les membres de l'opposition ou cette année c'est pas possible pour eux? Le droit à la formation des élus est possible pour tous, puisqu'on a dit en début de conseil municipal que Mme Duhauchel a sollicité des formations et une certaine qualité. Donc, il faut faire la demande et qui sont étudiées en fonction de l'enveloppe budgétaire. Alors, je reprécise simplement, c'est un problème de sémantique. L'alinéa dit l'organisation d'une action de formation au cours de la première année de mandat pour les élus titulaires d'une délégation. Or, ici, pour l'atteindre, il y a 27 élus qui sont titulaires d'une délégation. Ça veut dire vous changez de formulation, ce qui sera en phase avec votre proposition, ce qui veut dire que les 33 pourront participer. Effectivement, nous pouvons changer la formulation puisque tout le monde a droit à cet accès à l'information. Alors, ça veut donc dire que c'est pour les élus. Le mot titulaire d'une délégation. Tout à fait, on est d'accord. Alors, ça veut dire que vous le retirez. On va le retirer, on peut le retirer. C'était simplement une précision. Aucun souci. Et pour M. Vérity, on peut aussi, vous avez des formations et des MOOC qui sont sur le CNFPT et qui sont en accès libre et qui sont de très bonne qualité. Mais ça n'en doute pas, c'était simplement sur votre libération. Je crois que vous avez répondu. Est-ce que vous aviez proposé? Je vous ai répondu. Donc c'est pour tous les élus. Ça fait 3 fois. Parfait. Merci. Oui, ce qui est le fait, quand on lit la délibération, déjà le cas, puisqu'en fait il y a une synthèse, il y a une césure qui est faite entre les élus avec délégation et ceux n'ayant pas les élus n'ayant pas de délégation, mais par nature. Et c'est le Code général des collectivités, les élus en droit de formation sous réserve de crédits disponibles, les crédits disponibles étant
très largement entamé cette année, alors même qu'effectivement nous sommes autour de 2,2-2,3% et qu'en CA, avec ce qui a été demandé et accepté, nous terminerons autour de 3,5-4,5% avec des régularisations évidemment pour été faites, ce qui est très bien, ça montre qu'il y a une envie de se former. Au-delà de ça, moi j'invite les uns les autres à s'intéresser aux formations CFPT, la DRH de la communauté, à disposition la suite des formations gratuites et également à utiliser le DIF, puisque le DIF qui a été mis en place permet d'avoir un financement directement fait par la Banque des territoires au chef élu. La réinitialisation du DIF en début de mandat, il y a des je crois, au mois de juin, ça aurait dû être fait sans pris un peu de retard. Et donc c'est aussi un moyen pour tous les élus, qu'ils soient titulaires d'une délégation ou pas, de pouvoir utiliser ou consommer des formations. C'est pourquoi hésiter à utiliser les trois. C'est-à-dire pour la formation prise sur le budget municipal, le DIF et le CNFDT. Il y a trois mois, je pense que les trois ne sont pas alternatives, ils peuvent être alternatives pour celles et ceux qui veulent se former. Voilà, je passe aux voix. Oui, M. Morin. Non, notre interrogation, c'est est-ce que 5 000 € ça suffit au regard du public et comme ça 5 000 €, c'est plus que notre obligation légale et de fait, nous avons nous retrouvé quasiment à 6 000 € avec le montant du CA et de son information qui a été demandé par les élus de cette commune. Donc on est déjà en deçà, au-dessus du budget prévu. Voilà. Après, vous savez, il faudrait toujours avoir plus. Moi, je rêverais d'avoir plus pour le sport, je rêverais d'avoir plus pour la culture, je rêverais d'avoir plus pour la sécurité. Et par nature, ce qu'on peut dépenser ne suffit jamais, sauf quand on veut parfois dire que tout ne sert à rien, qu'il faut tout couper. Et moi, je suis plutôt d'accord. J'aimerais pouvoir avoir plus dans tous les domaines. Mais malheureusement, on fait avec ce temps. Il ne s'agit pas de plus pour plus, il s'agit de répondre à une obligation en prenant les moyens en face. Je vous garantis que les besoins en face dans cette commune, service par service et politique publique par politique publique, ils sont aussi importants et que ce pays-là est en train. Voilà. Et y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Elle est donc adoptée. Dernier point à l'ordre du jour, c'est le tirage au sort des jurés d'assises. Alors, le contrôle de l'administration, on est censé avoir quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est d'appuyer sur un bouton d'ordinateur, c'est ça, pour lancer le process. C'est bien ça. Donc il nous faut une main innocente de M. Paul Bérélier, qui aurait cette main innocente. Voilà. Allez, donc il faut qui est pour. Donc si vous pouvez venir à côté de M. Carani, dont la main n'est pas suffisamment innocente pour appuyer sur le bouton, c'est son anniversaire et qui a accepté de venir siéger à la Glasgow, ce qui mériterait notre plus grand respect à tous. C'est bon, vous avez pu appuyer. Eh bien, ce conseil étant terminé, je vous remercie toutes et tous de votre participation. Merci.